Dimanche 9 octobre 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari, une session dans laquelle nous vous ferons revivre les principaux faits de l'actualité de cette semaine qui s'achève. Mais avant, retenez que demain, 10 octobre, les populations du Dindi vont accueillir le président de la République, Mohamed Bazoum. Il s'y rend pour une visite de travail et les populations de la ville de Gaïa, notamment, sont très actives pour l'accueillir, nous rapportent nos envoyés spéciaux Ibrahim Abdou et Adam Soumana. La capitale du Dandi, Gaïa, connaît ces derniers jours une ambiance inhabituelle avec la mobilisation des jeunes et femmes pour le toilettage de la ville qui s'apprête à accueillir le père de la nation, Mohamed Bazoum. La population de cette localité frontalière du Bénin et du Nigeria ne cache pas sa fierté d'accueillir le président de la République sur lequel elle fonde beaucoup d'espoir pour une amélioration de leurs conditions de vie. Voyez-vous, nous comptons beaucoup sur cette visite de travail pour que le président jette un regard sur la ville de Gaïa et essaie de faire quelque chose pour la jeunesse. Et Inch'Allah, il va le voir demain, nous serons mobilisés, l'accueillir, on va lui réserver un accueil chaleureux. Vraiment, je souhaite le bienvenu de le président. Il va venir bien, il va retourner bien dans sa famille. Les mots me manquent par rapport à l'arrivée de son Excellence le président de la République, Bazoum Mohamed, dans la capitale du Dandi. Parce que vous voyez même l'ambiance de la ville, comment la population est mobilisée, hommes, femmes, enfants, tous sont mobilisés pour, n'est-ce pas, pour rendre d'abord la ville propre, pour accueillir notre hôte qui est son Excellence le président de la République, Bazoum Mohamed. Le peuple de Dandi est sorti massivement. En tant que journaliste, vous témoignez devant vous ce qui se passe. Inch'Allah, de même, pas les gens, même les génies du Dandi, vous allez les voir sur le terrain pour l'accueil du président de la République, Inch'Allah. Aujourd'hui, notre route là, elle peut accueillir même un avion, pas un véhicule. Et on dit merci au président Bazoum, merci à son gouvernement. Que Dieu lui donne longue vie et de la chance pour mieux gouverner ce pays. Cette visite, la première du président Mohamed Bazoum dans la région de Dosso et particulièrement à Gaïa, ne laisse pas indifférent le premier responsable politique du Dandi qui se réjouit de la mobilisation dont fait montre la population pour accueillir le grand hôte. Gaïa est à l'instant très fier de recevoir la visite du président de la République. Vous savez, c'est la première fois que le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, foule le sol de la région de Dosso en tant que président de tous les Nigériens. Et le Nord revient également au département de Gaïa de le recevoir en première position. On ne peut que se réjouir ici à Gaïa. Et nous sommes prêts aujourd'hui à lui réserver un accueil à la hauteur de son rang. La mobilisation sera de taille. Déjà, les quartiers sont en train de faire leurs toilettes, d'autres en ont fini. Et la population s'organise pour que l'accueil soit au-delà même de l'attente. Cette visite-là, elle s'inscrit dans le cadre de la politique du chef de l'État. En bon responsable, il faut être toujours à côté de ces sujets, de ces citoyens, pour partager leur joie, pour partager leur peine. Nous le voyons depuis que son Excellence Mohamed Bazoum est à la tête du Niger. Il n'a jamais fait 6 mois sans aller dans une région. Dans d'autres régions, c'est le souci sécuritaire. Dans d'autres, c'est les inaugurations des infrastructures. Dans d'autres, certaines régions, c'est le lancement des travaux. Mais ici, il va venir également parce qu'une de ses stratégies, comme vous le savez, c'est l'accroissement de la production agricole. Un choix stratégique de cette localité pour une visite présidentielle qu'il faut saluer, vu non seulement la position géographique de Gaïa, mais aussi et surtout le rôle que joue cette contrée dans l'économie du pays, notamment sur le plan agricole. Parmi les faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine qui s'achève, retenez tout d'abord la présentation officielle du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2023 qui a été faite le 5 octobre dernier, mercredi donc au niveau du Parlement. C'est le ministre en charge de l'économie et des finances qui a présenté ce projet de loi sur lequel je propose donc de revivre cette séance au niveau du Parlement dans ce reportage. Toujours un plaisir de nous consacrer à cet exercice prévu par les dispositions pertinentes. Pendant plus de 25 minutes, le ministre des Finances a officiellement présenté aux députés nationaux les grands axes du projet de loi de finances 2023 estimé à plus de 3 245 milliards de francs CFA. Dans la poursuite de sa politique de consolidation budgétaire,
Le gouvernement s'est engagé à maîtriser le déficit afin de parvenir à moyen terme à la cible de 3% en 2024-2025, conformément aux engagements communautaires dans le cadre du programme de convergence. L'inflation, quant à elle, restera en dessous toujours du seuil de 3%, malgré un niveau élevé à ce niveau. Si la base donc de ces hypothèses réalistes et surtout réalisables, les ressources budgétaires sont projetées à un niveau de 3 245,44 milliards de francs CFA, contre 2 908,59 milliards en 2022, soit une hausse de 11,58%. En ce qui concerne les recettes internes, elles ressortiraient à 1 480,72 milliards, donc 45,72% des recettes globales, en augmentation de 118 milliards, soit une hausse relative de 1,73%. Représentant 92,89% des recettes internes, les recettes fiscales sont projetées à un niveau de 366,6 milliards en 2023 contre 1304,79 milliards en 2022, un accroissement donc de 4,74%. S'agissant des ressources extérieures, elles sont constituées de l'appui budgétaire, des aides projets et des emprunts obligataires. Leur provision s'élève à un montant de 1764,72 milliards, 54,38% des recettes totales, contre 1546,73 milliards en 2022. Donc une hausse relative de 14,19%. À bien, surtout avec la stratégie de la Banque mondiale et le doctorat de fonds IDA de la Banque mondiale et du choix du gouvernement du mode de financement des projets structurants. Comparativement au budget 2022, celui de l'année 2023 a connu une augmentation, une hausse donc qui trouve toute sa justification. Nous pensons que c'est une hausse raisonnable relativement au contexte qui prévaut aujourd'hui et aussi aux besoins colossaux de développement auxquels nous faisons face, notamment dans le secteur stratégique défini par le programme de renaissance de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui sont déclinés dans la déclaration des politiques générales du Premier ministre et le plan de développement économique et social. En particulier, les secteurs prioritaires demeurent le même, c'est l'éducation, c'est la sécurité de notre population et la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est le développement du monde rural, c'est le développement de l'énergie qui est un facteur de production important, qui a des effets d'entraînement importants sur l'économie et sur la transformation structurelle de l'économie qui est un des piliers du programme de renaissance et du PDS 2022-2023. Naturellement, un projet de loi de finances est toujours accompagné de mesures fiscales et douanières nouvelles, mesures qui sont destinées de manière sommaire à l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est ce que nous avons fait sur certains impôts, notamment l'ISB, le renforcement par exemple du recouvrement de la TVA à travers la facture simplifiée, pour laquelle nous avons prévu des modalités qui sont liées par exemple à la question du précompte ISB pour lequel nous avons prévu des facilités pour pouvoir davantage mobiliser ces impôts-là. Le gouvernement s'engage naturellement à promouvoir toutes les politiques destinées à développer le secteur privé, à créer un engouement pour nos produits locaux à travers des mesures incitatives, y compris la réforme du code des marchés publics, comme vous l'avez vu récemment, dans le sens de privilégier la production nationale, qui est un élément central de la transformation et du développement de notre économie. Ainsi, les députés nationaux ont environ 90 jours pour examiner et adopter les différentes rubriques de ce projet de loi de finances 2023. Toujours cette semaine et toujours le 5 octobre dernier, la ministre en charge de la fonction publique était face à la presse pour les entretenir sur le décret pris récemment en Conseil des ministres sur l'organisation du régime des retraites des fonctionnaires. Daura Hadiza Kafougou a donc apporté des éclaircissements sur lesquels je propose de suivre ce reportage. Par cette sortie médiatique, il s'est agi pour la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative d'apporter des éclaircissements sur le décret portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État adopté en Conseil des ministres, notamment les innovations que ce décret comporte. L'admission à la retraite à partir du 1er janvier suivant l'année où ils sont présumés avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'État dont l'état civil ne précise pas leur mois de naissance. Ici, il s'agit des fonctionnaires qui sont nés verts. La révision à la baisse
de l'ancienneté exigée pour la prise en compte pour le liquidateur du dernier indice du grade occupé par l'agent au moment de son admission à la retraite de 6 à 3 mois. L'innovation ici réside dans le fait que le délai est ramené à 3 mois au lieu de 6 mois. La révision à la hausse de l'indice minimum de référence de la grille salariale commune en vigueur de 100 à 121. L'innovation ici, c'est la prise en compte du plus petit indice qui passe de 100 à 121. Le rehaussement de la rente d'invalidité de 80 à 90% des émoluments de base lorsque le taux d'invalidité de la victime atteint 66%. La composition et le fonctionnement de la commission des réformes ont été revus à travers la présidence jadis assurée par le ministère chargé des Finances, dévolue désormais au directeur général de la CARENI et la prise en compte des tutelles techniques et financières. Le bénéfice du droit à la pension dans les mêmes conditions que les veuves des fonctionnaires pour le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou d'un personnel à statut autonome. Avec le décret de 1961, une femme fonctionnaire ou à statut autonome qui décède, son mari ne peut bénéficier de la pension de réversion à condition qu'il ait au moins un enfant mineur issu de cette union. La mensualisation des pensions de retraite. Avec le décret de 1961, le paiement de la pension de retraite se fait trimestriellement. L'innovation avec le nouveau décret est que la pension de retraite sera désormais payée chaque mois. La signature des actes de concession par le directeur général de la CARENI. À la ministre d'éclairer davantage l'assistance sur le changement intervenu dans le fonctionnement du Fonds national de retraite. La gestion du Fonds national de retraite sera gérée par la CARENI, là on l'a déjà dit, on ne revient pas là-dessus. Maintenant, c'est l'obligation par la tutelle administrative de mettre chaque année à la disposition de la CARENI la liste prévisionnelle des départs à la retraite des agents au plus tard le 1er juillet de chaque année. Ici, il faut noter que dorénavant, la tutelle administrative de la CARENI, qui est le ministère en charge de la fonction publique, a l'obligation de mettre chaque année à la disposition de celle-ci la liste prévisionnelle des départs à la retraite des agents au plus tard le 1er juillet de l'année en cours. Et ceci permettra à la CARENI de procéder aux vérifications nécessaires des actes relatifs à la liquidation et au paiement de la pension. Soulignons que ce décret adopté le 29 septembre dernier se veut une matérialisation d'une promesse du chef suprême de l'administration à la personne du président de la République, Mohamed Bazoum, visant à mensualiser la pension. La semaine qui s'achève a également été marquée par un sit-in au niveau du ministère de l'économie et des finances de 53 officiers formés et présentés au drapeau qui ont été mis à la disposition du cadre de la douane nigérienne et qui attendent jusqu'à ce jour des décisions d'affectation les concernant. Ils ont donc organisé ce sit-in à la devanture du ministère de l'économie et des finances pour exiger ces décisions d'affectation. Je propose de suivre un des délégués de ces 53 officiers formés et mis à la disposition du cadre de la douane sans qu'ils ne soient affectés. Voilà plusieurs mois de cela. Nous sommes la 4e promotion des officiers douaniers formés à l'EFOFAN, école de formation des forces armées nigériennes, à coût de millions de francs CFA dans la caisse de l'État du Niger. Il y a de cela plus d'une année. Nous constituons une promotion de 54 officiers, tous grades confondus, dont un professionnel
tu as déjà été reclassé et affecté avant notre départ pour la formation militaire. Quant à nous autres, les 53 officiers, nous avons été présentés au drapeau le 2 février passé, date à laquelle nous sommes définitivement mis à la disposition de l'administration des douanes. Je vous rappelle que depuis ce temps, nous sommes à la maison à attendre nos décisions d'affectation. Parmi nous, il y a 7 inspecteurs principaux, catégorie A1, qui doivent suivre une formation théorique douanière dans une école de douane reconnue à cet effet, conformément aux dispositions du statut autonome de la douane. Parmi un moment, nous avons appris que le président de la République avait donné des instructions pour nous mettre dans nos droits, mais rien n'a signalé. Nous avons entrepris plusieurs démarches de l'autre côté de l'administration des douanes, toujours sans suite. C'est pourquoi nous avons décidé de venir ce matin au ministère des Finances, qui est le ministère de tutelle de la douane, afin de nous enquérir de l'évolution de notre dossier. Mais très malheureusement, personne n'a voulu nous écouter. Nous avons alors décidé de nous confier à vos caméras pour informer l'opinion nationale et internationale de notre situation et demandons au président de la République, chef suprême des armées, de mettre sa main dans cette affaire qui n'est pas encore prêt pour connaître sa fin. Voilà, c'était donc un des délégués des 53 officiers admis donc à un concours d'intégration dans le cadre de la douane. Ils ont été formés et présentés au drapeau depuis plus d'une année sans que jusqu'ici ils ne bénéficient d'aucune décision d'affectation. Ils sont donc allés le jeudi dernier à la devanture du ministère des Finances organiser un sit-in pour réclamer que justice leur soit rendue. C'est également au cours de cette semaine qui s'achève que la communauté musulmane a célébré le Mouloud, ou la date, ou l'anniversaire plutôt de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Niamey, plusieurs mosquées ont été donc pris d'assaut par les fidèles musulmans pour célébrer cet anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je propose de revivre cette nuit avec nos reporters Adam Soumana et Abdel Nasser Seydou. Niamey, la capitale, n'est pas restée en marge de la célébration de cette nuit la plus importante pour la communauté tidjanienne de par le monde. Une nuit qui marque la venue au monde du sceau du prophète Mohammed, dont il est recommandé aux fidèles de s'inspirer comme modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Le prophète ne ment pas. Il a exhorté les gens à imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être véridique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très généreux de tout ce qu'il a, appartient à tout le monde, les musulmans et tout le monde. Malgré qu'il est le plus important de tous les cieux, de tous les temps, c'est le plus important chez Dieu. Malgré tout cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très modeste dans tout ce qu'il fait, dans sa quotidienne, et il est très modeste, il est à côté de tout le monde est à côté de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est clément, miséricorde, même envers ses ennemis les plus grands, les plus dangereux. Et l'autre leçon qui est aussi d'une importance capitale, c'est l'équité, la justice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très juste avec tout le monde et envers tout le monde. Exhorte tous les Nigériens, tous les musulmans à prendre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse vivre dans une société de paix, de cohésion et de la solidarité. Un peu partout dans la ville, les mosquées ont été envahies par les croyants, à l'image des ressortissants d'Agadez, pour lesquels cette nuit est très symbolique et historique. Chaque année ici, les résidents d'Agadez sont organisés pour fêter la fête des Moulid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens disent Bouddha, nous on est trouvé depuis nos grands-parents,
nos grands-parents, jusqu'à nos parents, jusqu'à aujourd'hui, nous on fait ça là pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque année on a organisé ici, à la mosquée ici, chez Malangalina. Toutes les agrégations sont venues ici pour présenter le maulid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année on a organisé ici pour que présentation de maulid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Moi, on remercie beaucoup de gens qui sont venus de l'Est de l'Islam présentation. Toutes agrégations, chaque année, on est venu ici pour faire maulid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, toute la nuit a été consacrée à la lecture du Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, pour pouvoir servir de guide aux fidèles croyants. Voilà, et pour refermer ce journal, nous vous proposons un reportage de la Web TV, Labari Matassa TV. C'est une télévision en ligne que la télévision Labari, donc en partenariat avec l'ONG IMS, International Media Support, donc a mis en ligne. C'est un reportage signé par Nafissatou Yahaya et qui fait un focus sur les revendeurs de lits du marché de Saï, c'est dans la région de Tillabéri. Avec une population de plus de 80 000 habitants repartis dans 50 villages et 40 hameaux, selon les données de la mairie, la commune urbaine de Saï dispose d'un marché hebdomadaire qui est animé tous les vendredis. Marché à quelques mètres duquel se trouve Nazifi, menuisier et marchand de lits. Nous fabriquons et vendons des meubles ici à Saï. Il y en a plusieurs modèles. Le lit que les femmes préfèrent ici, c'est celui en bois. À chacun sa préférence. Le prix du lit en fer est à 120 000 francs, voire 125 000 francs. Celui en bois est à 130 000 francs, voire 135 000 francs. Des lits dont le prototype est diversement apprécié par les clients de Nazifi. Je suis venu acheter des meubles pour le mariage de notre fille. Nous avons choisi le lit en bois. C'est ce que préfèrent les jeunes filles aujourd'hui, contrairement à nous autres qui avons toujours nos lits en fer. Situé à plus de 50 km de Niamey, l'économie de la commune urbaine de Saï repose sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et le petit commerce. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS. Voilà, et c'est sur ce reportage sur les revendeurs de meubles du marché de Saï dans la région de Tillabéri que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.